Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha, quick going. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Goal line. Touchdown. 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 Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 354 du podcast Jeune Actuel Matéi. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission draft / confinement / intersaison. À mes côtés cette semaine, pour cette émission, pardon, puisqu'on a 3 émissions par semaine. À mes côtés, encore une fois, Grégory Richard, bonjour. Bonjour messieurs. Bonjour à Kevin Zermatten également. Comment ça va en Suisse ? Ça va très bien, merci. Kevin qui est avec nous désormais pour les émissions draft. Je rigole parce on enregistre, vous vous en doutez, en visioconférence, donc des fois il se passe des choses dans le cadre derrière nous. Donc je disais, nous sommes ensemble pour une nouvelle émission draft. Après avoir parlé des pass rushers dans la précédente, nous allons un peu parler de ce qui se passe sur le run stop avec des linebackers et des linemen intérieurs notamment. Le principe reste le même, les meilleurs joueurs répartis en 2 chapeaux, et derrière on abordera les énigmes et les bonnes affaires de cette draft. C'est toujours donc le même principe, petit jingle et on enchaîne là sur tout ça. What's going on, family? This is Real Mike Robb, NFL analyst for NFL Network and former Super Bowl champion for the Seattle Seahawks. You are listening to the Touchdown Podcast. I love all my French people out there. Let's go! On va stopper la course dans cette émission et on va commencer avec 3 profils dont vous avez déjà entendu parler. Il y a Derrick Brown, Javon Kinlaw et Isaiah Simmons. 3 joueurs donc dont on a parlé dans le top 15. On ne va donc pas revenir joueur par joueur sur leur qualité, mais je vais vous les représenter quand même brièvement. Derrick Brown, c'est 1m96 et 144 kg. Il sort de la fac de Auburn. Javon Kinlaw, 1m98, 141 kg. Il vient de South Carolina. Ce sont 2 linemen. Et Isaiah Simmons, c'est un linebacker d'1m93 pour 108 kg qui arrive de Clemson et qui jouait donc avec les Tigers. Messieurs, ce qu'on va faire, c'est comme pour les autres émissions où il y avait des joueurs du top 15 qui étaient tous présents dans le même chapeau. On va comparer un petit peu généralement ce qui se passe. 3 hommes du top 15. Question très simple à Kevin. Lequel tu préfères en termes de qualité de jeu et de potentiel? Je pense Derrick Brown. Il a été un peu décrié après son combine. Moi, je suis pas un grand fan du combine, donc pour moi, c'est un peu insignifiant en fait ce qu'il a fait là-bas. Alors, tu penses qu'il peut avoir un impact à la Chris Jones ou Grady Jarrett directement? Oui, tout à fait. Ouais. Il peut battre son adversaire un peu de toutes les manières. Donc, j'ai absolument aucun souci à son propos. Après, bien sûr, comme c'est la draft, je peux me tromper. 4 sacs, 54 plaquages, 4 passes déviées, en effet, 2 fumbles recouverts. Il a l'air de pouvoir tout faire. C'est le plus complet aussi des 3, Grégory? Alors complet, je sais pas, parce que du coup, en l'occurrence, on en avait parlé. Isaiah Simmons, c'est quand même quelque chose en termes de polyvalence, et voilà, c'est quand même un safety / linebacker / defensive end / enfin bon, bref, il peut quasiment jouer à tous les postes, peut-être à part defensive tackle éventuellement justement. Non, après voilà, celui vers lequel j'irai également, en effet, c'est Derrick Brown. C'est un joueur qui sait faire plein de choses. Alors il y a ce fameux culte du pass rush. Apparemment, Aaron Donald a faussé toutes les données ces dernières années. Donc maintenant, un lineman défensif, ça doit faire 45 sacs par saison. Voilà, Derrick Brown, c'est pas le même profil, c'est pas le même gabarit non plus. Soit dit en passant, c'est un joueur qui peut parfaitement jouer nose tackle dans un système 43, dans un système 34, pardon, à l'échelon supérieur. Il peut s'incorporer dans beaucoup de systèmes justement sur les lignes défensives NFL. Après, son principal rôle, ça va être d'être vraiment un run plugger massif, d'être vraiment un joueur capable d'attirer les double teams pour libérer les brèches à ses coéquipiers. On parlait de Marlon Davidson lors du précédent podcast draft. Il y a Nico également, l'autre defensive end, qui a une certaine cote. Bizarrement,
les deux joueurs en question ont été plus productifs sur le rush sur l'intérieur de la ligne que sur l'extérieur. Et je me dis que c'est pas forcément un hasard, c'est que justement on a un profil peut-être, alors comparaison n'est pas raison, mais c'est pas loin de me rappeler un petit peu un profil à la Ndamu Kongsu sans le côté caractère, sans le côté problèmes justement comportementaux. Là, c'est vraiment un joueur hyper massif qui va pas hésiter à aller au charbon sur tous les jeux et qui surtout, malgré son gabarit, malgré sa masse, va être capable justement de répéter les efforts et d'être un véritable poison sur l'ensemble d'une rencontre. Donc très franchement, c'est un top 5 facile pour moi et sans doute le meilleur joueur du trio. Bon, on semble être assez d'accord sur les qualités de Derrick Brand. Je vais revenir sur Isaiah Simmons, dont Greg a bien parlé. Kevin, est-ce que toi, tu es d'accord sur le fait que c'est le plus complet? C'est un vrai phénomène, 4 secondes 39 au 40 yards. C'était une des stars du combine, 8 sacs l'an dernier. Pour toi, est-ce que c'est un feu de paille ou est-ce que c'est un vrai joueur d'avenir? Je vais rappeler juste ses stats. 104 plaquages pour 8 sacs, 8 passes déviées, 1 fumble recover, 2 fumbles forcés, tout ça en 15 matchs l'an dernier. Non, alors tout à fait. Moi, je pense que ça peut aussi être un top 5. Donc, on peut le voir par exemple aux Giants ou comme ça. Bon, après, on n'a pas l'habitude de voir les Giants drafter des linebackers, mais c'est vrai qu'il sait absolument tout faire. Il pourrait jouer à plusieurs postes. Après, moi, je le vois Mike linebacker, donc middle linebacker en 43, parce que je pense que ça peut vraiment optimiser son potentiel de playmaker. Vraiment qu'il puisse voir bien le jeu, qu'il puisse réagir et employer sa vitesse. Moi, ça m'a pas surpris plus que tant qu'il fasse 4,39 au 40 yards, par exemple, même si je trouve pas que le combine, ça dit beaucoup de choses sur les joueurs. Ça peut les aider, évidemment, mais je trouve que il peut avoir un profil dans le genre de Tremaine Edmonds ou Darius Leonard ou quelque chose comme ça. Oui, alors on a deux joueurs là, qui visiblement vous plaisent beaucoup avec Brand et Simmons, dans des registres complètement différents évidemment. Javon Kinlaw, du coup, se retrouve au milieu de tout ça. Est-ce que c'est celui qui a le plus de chances d'être un bust, si je vais très loin? Grégory, je te vois lever les yeux. Bust, je sais pas. Après, c'est un joueur qui a pas le même degré d'expérience que les deux autres, qui a dû, on va dire, rattraper son retard en très très peu de temps du côté de South Carolina, mais qui l'a fait de belle manière dans la principale conférence de première division universitaire. Il y a quelques petites choses à perfectionner d'un point de vue technique, mais il a déjà tellement d'acquis, on dira, sur le pass rush et déjà une efficacité notable sur le jeu au sol, extrêmement agressif au contact. Déjà très agréé, comme je disais. Il y a une prise de poids qui a dû être digérée, on dira, sur la dernière campagne 2019. Mais justement, ça veut dire que, même en période de transition, on dira, d'un point de vue gabarit, équilibre, tout ça, il a quand même continué d'être dominant du côté de South Carolina. Donc, il y a peut-être plus de chances d'être un bust par rapport aux deux autres. Mais en tout cas, il y a aussi peut-être, paradoxalement, encore plus de marge de progression par rapport aux deux précédents. Gros pari, donc, Javon Kinlaw. Kevin, tu es d'accord là-dessus? Je sais pas si c'est un gros pari. C'est exactement ce qu'il disait Greg. Il y a une marge de progression, donc il est encore. En fait, ce que je trouve chez lui qui est un peu moins impressionnant que les deux autres, c'est qu'il n'est pas autant régulier et que moi je le vois comme nose tackle. Après, ça c'est à débattre parce que il a vraiment une force à passer à travers le garde et le centre assez impressionnante. Mais c'est vrai qu'il y a un potentiel à développer. Bon, potentiel à développer et donc gros plafond. Vous avez le top 3. Est-ce qu'il y a un gros écart entre chapeau 1 et chapeau 2? Donc Brand, Kinlaw, Simmons, c'est la crème de la crème. Donc tous les trois sont sélectionnés dans le top 15. Je pense, ouais. Kevin, je te vois hocher la tête, oui aussi. Oui, tout à fait. On est sur du top 15. Donc gros écart avec le chapeau 2. Neville Gallimore, défensif tackle. Kenneth Murray, linebacker. Ross Blacklock, défensif tackle. Et Justin Madubwike, defensive lineman. Est-ce que donc il y a un gros écart, Grégory, toi qui as fait les chapeaux? Ouais, alors tout est relatif dans gros écarts. On va dire que Gallimore, Murray, on est peut-être aux alentours du spot 25. Ah oui, donc ça va, ça reste du premier tour là, pour ça l'instant. reste raisonnable, mais c'est du fin premier, début deuxième pour les 4 joueurs dont on va parler, je pense. Alors, Gallimore, 1m88, 137 kg, defensive tackle senior de Oklahoma. Agile, bonne main, qui peut même un peu attaquer la poche. Qu'est-ce qui fait qu'il n'est pas plus haut ou qui pourrait être encore plus haut, Grégory? Kevin, allez, on va partir sur Kevin. Non,
qui pourrait être plus haut, c'est que peut-être ses attributs physiques sont un peu moins impressionnants que les deux qu'on a cités avant. Donc Brown et Kinlo. Après, c'est un gars qui, comme je dis souvent que c'est important, il a un moteur incroyable, il s'arrête jamais, il va fatiguer les défenses, il a un bon premier pas donc, et puis ouais, c'est vraiment un motivateur, on va dire. C'est intéressant, mais c'est vrai qu'il physiquement il est un peu moins intéressant que les deux autres, je trouve. Grégory, c'est son physique aussi, la limite? Bah, alors c'est très paradoxal Neville Gallimore dans le sens où il a un corps de nose tackle et une vélocité de defensive end en fait. Et c'est vrai que on le sent presque plus à l'aise quand il est en mouvement, avec notamment un spin move que je trouve absolument dingue pour le corps et la position qu'il occupait du côté d'Oklahoma. Mais c'est vrai qu'après justement quand il y a des double teams ou quand il faut être un peu plus sur le duel physique, en tout cas quand il est un peu plus attendu, je trouve que paradoxalement, ça se gâte un petit peu. Et c'est peut-être un peu ce qui explique également sa production somme toute relative, c'est-à-dire que voilà, c'est un joueur qui peut être hyper explosif dans sa manière de jouer, qui peut être très très productif. On l'a vu sur des matchs clés, hein, je pense à la finale de conférence Big 12 notamment contre Baylor où il joue un rôle vraiment important dans l'acquisition du titre de conf pour les Sooners. Mais voilà, là très franchement, je t'avoue que si on part sur des questions de positionnement, Neville Gallimore, gros point d'interrogation. Pour le coup, tout à l'heure, Kevin parlait de Javon Kinlaw, nose tackle. Je pense qu'il peut occuper ce type de profil-là, peut-être dans un système 43 un petit peu. Bon, Neville Gallimore, donc autour du top 25? Oui, je pense, ouais. C'est OK pour Kevin aussi, je vois au hochement de tête. Kenneth Murray, linebacker, est le suivant dans le chapeau de Kenneth Murray. C'est 1m88 pour 110 kg. Il est junior lui aussi, vient d'Oklahoma. Alors là, on est sur une machine à plaquage, si je comprends bien. 102 l'an dernier, beau potentiel physique, mais des progrès à faire dans la lecture du jeu. Est-ce que ça nécessite une année d'apprentissage, Grégory? Oui, ça peut. Tu l'as dit, c'est vrai qu'on est un peu dans le profil un peu, comment je peux dire ça de manière non caricaturale. Ouais, enfin, c'est vraiment le feu follet qui va, voilà, le, le chien qui vient ronger son os. Tu vois, c'est-à-dire que en gros, c'est pas encore complètement réfléchi comme jeu. Mais en tout cas, il y a une rapidité d'exécution qui est indéniable. C'est un joueur qui est extrêmement impliqué au plaquage, habile sur la poursuite, une vélocité qui lui permet quand même de rusher même s'il y a besoin de le faire. Mais c'est vrai qu'il y a quand même cet excès d'enthousiasme et en plus, parce que mine de rien, on parle de position de linebacker, une fluidité sur la couverture qui n'est pas forcément parfaite. Donc, il y a quand même des petits fondamentaux à travailler, mine de rien. Un joueur a vraiment réussir à contenir un petit peu plus d'un point de vue QI foot. Mais c'est vrai que ouais, quand on le voit jouer, c'est vrai que c'est une pile électrique et un joueur qui saute sur tout ce qui bouge, quoi. Kevin, est-ce que tu penses que ça peut être contenu et canalisé dans le bon sens, tout ça? Bah, si je devais un peu schématiser ce que je pense de lui, donc c'est un peu ouais, c'est une image, mais j'ai l'impression qu'il fait bien ce qu'il voit devant lui et ce qui est derrière lui, c'est plus compliqué. Donc ça veut dire quand il va blitzer, il va être intéressant, quand il va défendre la course, il va être intéressant, quand il va devoir couvrir la largeur du terrain sur une course extérieure, il va être intéressant, mais quand il va devoir reculer et anticiper les courses de soit tight end ou running back, enfin, c'est beaucoup plus compliqué. D'accord. Une année d'apprentissage aussi, du coup, pour toi? Oui, tout à fait. Ouais. Je pense que il peut déjà apporter des choses, mais Oui, il va devoir se développer. Ouais. en rotation d'abord. Donc, à quel niveau de la draft pour Kenneth Murray? Sur le potentiel. Donc, si je comprends bien, il pourrait quand même partir assez haut. Je pense fin premier tour, deuxième tour. Ouais. Ouais, je serais étonné qu'il aille au deuxième. Ouais, donc ça fait quand même. Donc, c'est qu'on croit vraiment en son potentiel quand même à canaliser tout ça pour faire quelque chose de plutôt pas mal. Ah, vu le profil, tu peux être sûr qu'il y a des franchises qui vont dégainer. On enchaîne avec Ross Blacklock des TCU Horned Frogs, defensive tackle junior, 1m93 pour 138 kg. Alors là encore, on est sur un beau candidat sur le plan physique, hein. Gros potentiel. Qu'est-ce qu'il y a à peaufiner, Kevin? Bon, déjà, premièrement, c'est un joueur que j'aime beaucoup. À peaufiner, bah, peut-être, je ne sais pas s'il doit prendre de la masse, mais c'est vrai qu'il a un peu de la peine à s'ancrer au sol quand il est ciblé, donc quand on vient sur lui. Il manque pas vraiment de puissance. Par exemple, dans le pass rush, je le trouve assez puissant, mais c'est vrai que c'est plus le côté résistance qui est un peu plus un problème.
Et puis, des fois, sa posture sur le terrain, donc il est un peu trop haut, et justement, il a tendance à se faire prendre sur l'arrière un petit peu. Mais c'est un joueur que j'aime beaucoup, qui a énormément d'énergie. Et il y a un point comment dire, à prendre avec des pincettes, c'est qu'il a une rupture du tendon d'Achille en 2018. Il est bien revenu, mais ça fait toujours un peu peur à certaines franchises, ces blessures. Grégory, est-ce que tu aimes son potentiel aussi et son énergie? Ouais, Kevin le disait, voilà, c'est un joueur qui a bien rebondi. En même temps, c'est un Hornet Frog. Mais c'est vrai que je le trouve assez intéressant de par cette faculté-là. C'est vrai que c'est un profil super athlétique. Pour compléter ce qu'il disait tout à l'heure, j'ai presque l'impression justement qu'il est conscient de sa force physique, enfin en tout cas du package, on dira qu'il a à sa disposition, et que des fois il se repose vraiment beaucoup dessus. C'est l'impression que j'ai en regardant certaines vidéos où justement il bâcle, comme le disait Kevin, le côté un peu centre de gravité, placement du haut du corps, etc. En se disant de toute façon c'est bon, je vais foncer dans le tas, je vais être assez agressif dès le premier contact et ça va faire la différence. C'est pas toujours récompensé en l'occurrence. Je trouve que c'est un excellent run stopper à l'heure actuelle, mais de par ces facultés-là sur le pass rush, pour l'instant, ça mérite encore un petit peu de travail, et forcément du travail qui est aussi lié à l'année qu'il a manqué pour sa blessure au tendon d'Achille. À quel niveau de la draft on pourrait le retrouver, Ross Blacklock? Début deuxième pour moi d'un point de vue santé, mais il y a quand même une petite cote qui fait qu'il pourrait partir fin premier. Bon, on est encore sur du pas mal. Kevin, fin premier aussi? Oui, c'est pareil. Ouais, ça va dépendre de si les équipes ont peur de sa blessure ou pas. Justin Madubuike est le dernier homme du deuxième chapeau. 1m91, 138 kg, defensive tackle, Texas A&M. Là aussi, il y a des outils, mais pas toujours des gros efforts. Est-ce qu'il faut s'inquiéter sur le plan mental? Oui, on peut pas dire que la constance, en tout cas du côté de Texas A&M, ça a été sa plus grande réussite. À sa décharge, je dirais quand même, il y a eu quelques changements de coaching staff quand même qui n'ont pas forcément aidé, avec, je ne vais pas dire de bêtises non plus, un peu de réorganisation tactique. Ça explique pas tout. On parle quand même d'un phénomène absolument dinguissime, avec une grosse explosivité, notamment dès le snap. C'est notamment grâce au combine. Où je suis un peu comme Kevin, je suis pas un grand fan de l'exercice, mais en tout cas, ça permet, mine de rien, ça en dit long sur la capacité, la mobilité de certains joueurs. Et Madubuike a marqué pas mal de points à ce niveau-là du côté d'Indianapolis. Il y a des bons moves également sur le pass rush, une certaine application sur le plaquage. Après, voilà, c'est pareil, c'est un peu comme Blacklock. D'un point de vue technique, ça mérite quand même un petit peu d'approfondissement. Et tu le disais, c'est sûr, on n'est pas sur le profil du lineman défensif qui va être pleinement focus sur chaque snap. Et il y a des actions où il peut provoquer une perte de 10 yards, et puis l'autre, laisser un trou béant en plein milieu de la ligne. On va dire qu'il a un énorme potentiel s'il est bien coaché. Mais bon, il ne faudra pas trop le laisser s'endormir sur ses lauriers, quoi. C'était la question que j'allais poser à Kevin, c'était ça. Est-ce que s'il est dans des bonnes dispositions, ça peut être un super titulaire? Moi, je pense tout à fait que ça peut être un titulaire, même une star sur la ligne défensive. D'ailleurs, c'est un peu un de mes chouchous, même si justement, son activité me fait un petit peu peur des fois, mais c'est vrai que dans un contexte professionnel, des fois, c'est corrigé. Après, bien sûr, il y a toujours des exceptions, mais je trouve que c'est un gars qui a un potentiel énorme et qui a des qualités physiques aussi qui sont parfaites pour la grande ligue. C'est vrai que quand on voit ses stats, notamment il a une interception qu'il a retournée pour 18 yards, 2 passes déviées. Enfin, il a l'air d'avoir les outils et d'avoir le package complet qu'on aime chez les linemen NFL à l'heure actuelle. Quel niveau de la draft? Pareil, je pense que ce sera deuxième, peut-être fin premier. Je ne l'ai pas dit, mais contrairement à Blacklock où j'ai encore des doutes là-dessus, pour moi, on peut quand même avoir un gros candidat en tant que defensive end 34 à l'échelon supérieur, je pense. Kevin? Oui, je rejoins ce que disait Greg. Aussi pour la position, ça ne m'étonnerait vraiment pas qu'il arrive en fin de premier tour. Petite pause et on passe aux énigmes et bonnes affaires. You play to win the game. Hello? You play to win the game. You don't play to just play it.
On continue de dérouler ce podcast sur les linemen intérieurs et les linebackers, principalement le run-stop. On vous réfère à l'émission précédente si vous voulez du pass rush. Les énigmes, messieurs, on va commencer avec Raekwon Davis, le defensive end de l'Alabama Crimson Tide, 22 ans, 2m01, 139 kg. J'ai l'impression que les defensive linemen sont de plus en plus grands, non? On tape les 2 mètres. J'avais l'impression que c'était plus un truc de lineman offensif jusque-là. Ouais, mais en même temps, tu as des tackles qui commencent à faire 2m12 aussi, donc bon, faut bien un petit oui, peu c'est vrai. On de s'adapte. gabarit pour compenser. Raekwon Davis, donc tous les outils physiques, mais ne pèse pas vraiment sur le pass rush, pas vraiment d'instinct au niveau du trouver de ballon. C'est très moche ce que je viens de C'est dire. joli, dis donc. Comme... Trouve le ballon. Et une technique à affiner. Est-ce que j'ai à peu près bon sur ce que j'ai trouvé dans mes recherches? Est-ce que les experts valident? Kevin? Oui, alors c'est vrai que dans le pass rush, il n'a pas énormément apporté. Après, ce qu'on peut voir chez les defensive linemen ou bien même les edge rushers à Alabama, c'est qu'on leur demande pas toujours non plus de rusher le passeur et après, ils se développent en NFL et ils le font très bien. Donc ça ne veut pas forcément dire qu'il n'est pas bon. Après, c'est vrai que sa panoplie de move n'est pas encore très intéressante, mais je le vois assez capable de faire la transition. Il a quand même une saison à 8 sacs et demi en 2017 et après un sac et demi en 2018 et 0,5 en 2019. Donc en effet, ça doit être selon l'utilisation et ce qu'on lui demande, il peut mettre on-off et devenir pass rusher, Grégory. Ouais, bah t'as tout dit en fait. C'est cette régression un petit peu inquiétante qui fait qu'on se demande vraiment parce que faut bien contextualiser. C'est vraiment un joueur qui est arrivé en college football avec une énorme réputation, qui a vraiment marqué des points dès son arrivée sur le campus. Et c'était censé être la nouvelle vedette, presque le Derrick Brown de cette classe. Et c'est vrai que du jour au lendemain, il y a eu quand même. Alors, on parlait tout à l'heure de Madou Biguet qui n'est pas forcément appliqué sur chaque snap. J'ai quand même l'impression que Raekwon Davis, alors je ne sais pas s'il s'est vu trop beau, mais c'est vrai que là aussi, on est vraiment dans le profil du joueur où on a conscience qu'on est une bête physique, un joueur qui a pas mal d'acquis à sa disposition. Et c'est vrai que même s'il y a eu des changements de coordinateur à Alabama, même si forcément, comme l'a dit Kevin, on ne demande pas forcément principalement de rusher au niveau de la ligne défensive, je trouve qu'il y a quand même une remise en question qui me paraît pas flagrante de la part de Raekwon Davis. Et c'est vrai que ça m'inquiète un petit peu. Et je suis pas sûr qu'en NFL, on ait autant de patience malgré on va dire le certain potentiel. Mais justement, de par la régression qu'on a vue, on se demande est-ce que sa marge de progression n'a pas été atteinte en 2017 en fait. Et enfin voilà, est-ce que son plafond n'a pas déjà été atteint? Est-ce que vraiment il fera mieux qu'un deuxième tour à l'heure actuelle? Est-ce qu'il ne sera pas exclusivement un defensive tackle 43 chargé de run stopper, si je peux parler ainsi? C'est un peu ce qui en fait, selon moi, une énigme. Et un joueur qui en effet peut avoir du potentiel, mais va vraiment, je pense, falloir tomber sur des coachs patients et surtout à même de vraiment le remettre en question. Kevin, tu penses qu'il a atteint le haut de son potentiel ou qu'il en a encore? C'est possible, mais non, mais enfin, de mon point de vue personnel, je pense pas. Après, c'est vrai qu'il va falloir un coaching staff appliqué avec lui parce qu'on ne connaît pas vraiment la raison de sa baisse de production. En tout cas, on avait les anecdotes tristounettes sur Yetur Gross Matos dans l'émission d'avant de la draft. Là, je peux vous en donner une. Raekwon Davis, il a pris une balle dans la jambe en 2017 avant sa saison freshman, mais il s'en est remis. Voilà, je sais pas pourquoi, j'ai pas le contexte. Je ne tirerai pas de conclusion hâtive, mais J'ai pas le contexte. Moi, j'ai sa fiche Wikipédia qui dit juste qu'il a pris une balle dans la jambe droite. Voilà. On enchaîne avec Patrick Queen, un champion avec LSU. Patrick Queen, 1m85, 103 kg, linebacker junior, 85 plaquages, 12 plaquages pour perdre, champion avec LSU. Il y a des beaux arguments. Pourquoi c'est une énigme, Grégory? Oh bah écoute, c'est le traditionnel prospect hyper excitant en sortie des LSU. Voilà, je suis un peu sévère. C'est vrai qu'il a beaucoup de cases, on va dire, qui peuvent être cochées. Il est athlétique, rapide, doté d'une bonne vision de jeu et d'un bon sens de l'anticipation malgré tout. D'un point de vue intelligence de jeu, c'est pas quelque chose qui joue en sa défaveur. Il a quand même une mobilité qui lui permet une mobilité intéressante, notamment pour la couverture. Maintenant, je trouve quand même qu'on est vachement dans la hype avec Patrick Queen. Je vois beaucoup de premier tour, milieu, premier, etc. Il a fait une super fin de saison, une fin de saison en boulet de canon, notamment pour faciliter, on dira, le titre des LSU.
même si bon, l'attaque marquait juste 50 points par match, hein. Mais en tout cas, défensivement, il a fait le boulot. Il y a quand même, je trouve, une production qui laisse à désirer. Il y a un déchet anormal, selon moi, constaté au niveau du plaquage et qui a un peu laissé de côté. C'est un joueur qui a beaucoup tendance à bumper justement également et pas à assurer vraiment, à pas assurer le fait de mettre le joueur au sol. Et du coup, ouais, je me pose la question. On en fait un joueur qui peut jouer côté fort, enfin qui peut être vraiment polyvalent sur la couverture, etc. C'est peut-être plus, et pourtant j'adore ce joueur, hein, c'est pas une critique. Je le vois peut-être plus dans un profil à la Dion Jones, un joueur un petit peu middle linebacker côté faible, qui peut faire pas mal de choses et qui peut éventuellement punir le quarterback, par exemple, s'il y a une interception à faire au besoin. Kevin, est-ce que tu mords à la hype? Euh, je mords jamais vraiment à la hype, disons, je me fais souvent un peu mon avis personnel, mais je rejoins globalement ce que disait Greg. C'est vrai qu'il y a un peu un côté, il y a eu une année de production vraiment impressionnante, enfin production, on l'a beaucoup vu, disons, plutôt, et puis je le trouve encore un peu, même s'il a une bonne vision de jeu, justement, il a tendance à un peu trop comment dire, un peu trop se reposer sur vouloir faire un gros plaquage plutôt que favoriser la technique. Et ça fait peur pour la NFL un petit peu quand même, parce que les athlètes sont bien meilleurs. Après, je rejoins Grégory sur le poste aussi. Je le vois linebacker côté faible en 43. Il a des, il a des qualités dans la couverture, mais c'est vrai que ces linebackers de LSU ont pas tous le même profil, mais il y a souvent des similitudes. Alors, double question pour cette énigme, parce que je sens que là, il y a pas forcément, vous n'êtes pas forcément d'accord avec la hype autour de Patrick Quinn. Donc, double question. À quel niveau de la draft il va être choisi, selon vous, et à quel niveau de la draft vous le choisiriez pour que ce soit un pari honorable? Grégory, où tu le vois, où tu penses qu'il va partir, ou toi tu le prendrais? Moi, je le prendrai en première partie de deuxième tour. Mais je ne serais pas étonné, surtout qu'il y a pas mal d'équipes, mine de rien, en NFL qui ont des besoins sur la position. Il peut parfaitement être sélectionné aux alentours de 25-30. Kevin. Oui, c'est pareil. Je le vois tout à fait comme un deuxième tour. Ça me paraît pas fou. Mais, euh, mais les besoins, ouais, c'est un gros problème avec la hype. C'est que apparemment les general managers et autres y croient aussi. Et peut-être ont envie d'y croire parce qu'ils veulent une star pour leur défense. Mais c'est vrai qu'il y aurait pas de surprise pour moi s'ils partaient à partir de ouais, 25. Même peut-être un peu avant, je sais pas. Les bonnes affaires, messieurs, pour terminer, on va commencer par Kevin, tiens, cette fois. Broderick Washington, 1m90, 138 kg, defensive lineman de Texas Tech, 7,5 sacs en 4 ans, ça fait pas beaucoup, donc c'est plutôt gros run stopper. Oui, il y a de ça. Il a quand même la capacité de mettre de la pression, je trouve. Après, c'est aussi au niveau du profil, on va dire, un peu mental que je le trouve intéressant. Et même de l'expérience. C'est un joueur qui a eu 4 ans d'expérience comme titulaire en NCAA. Il a été capitaine de sa défense. Il montre énormément d'intensité. Il a un gros moteur, il a de la volonté, de la puissance. Il est capable d'être assez bon dans la poursuite finalement, même si c'est quand même plutôt un beau bébé. Moi, je pense que ça peut être un joueur titulaire à terme, mais comment dire, dans une bonne défense avec des bons joueurs autour de lui, ça peut être un joueur qui apporte quand même quelque chose. Grégory, est-ce que c'est pas de ta surprise, c'est pas de ta bonne affaire, mais est-ce que ça te plaît? Est-ce que pour toi ce serait une bonne affaire, Broderick Washington? Ouais, bah après, Kevin le disait, c'est vrai il y a beaucoup d'expérience à Texas Tech, mais bon, avec Cliff Kingsbury qui ne connaît pas le mot défense, donc du coup, forcément, pour développer un joueur défensif, c'est compliqué. Mais non, et puis j'aime bien, il a des mains violentes. J'aime beaucoup ce genre. Non, après, c'est vrai qu'il y a peu de variété sur sur le pass rush. Et en effet, la question que je me pose, c'est si c'est pas plus un bull rusher exclusif. Mais je rejoins Kevin, c'est vrai qu'il y a quand même malgré tout un certain potentiel. Je le verrais bien peut-être sur. Il me semblait pas que tu l'aies dit, Kevin, mais je sais pas si c'est plus sur un front 4 ou un front 3, mais sur un front 34, ça me paraîtrait pas inintéressant, Washington. Kevin, à quel moment de la draft ce serait une bonne affaire pour toi alors, Broderick Washington? Je pense fin de cinquième, début de sixième.
Ah oui, donc là, on est assez loin et pour un mec qui pourrait en effet être un bon projet, quoi. Il y a du phénomène physique que tu peux modeler un peu. On est là-dessus. Et puis oui, tout à fait, pour répondre à ce que disait Greg, je le vois assez sur un front 3 aussi, en obstacle, mais c'est vrai que ça dépend quand même pas mal de ce qu'il a autour de lui, parce qu'il est quand même un peu limité, mais c'est vrai qu'avec le système de Texas Tech, c'est toujours difficile de vraiment évaluer les défenseurs. La bonne affaire, j'allais pas dire la surprise, la bonne affaire de Gregory, c'est Kaleke Hudson, un linebacker de Michigan, 1m83 pour 100 kilos. Alors là, on est à l'inverse, c'est un mec des fondamentaux, si j'ai bien compris, Gregory. Ouais, alors t'as tiqué sur son poste, là encore, je peux pas m'empêcher apparemment, hein. Sur chaque podcast, je suis obligé de la faire. Kelly Hudson, c'est un profil hyper hybride. Qui jouait dans ce qu'on appelle la position Viper du côté de Michigan. Bon, c'est classe, ça. Ouais, c'est ça, hein, n'est-ce pas? Alors la position est classe, le rendement était un peu irrégulier. Faut savoir qu'il était censé notamment remplacer un certain Jabril Peppers du côté de Michigan, donc c'est vraiment un homme à tout faire au niveau de la défense des Wolverines. La polyvalence est là. Il a été un petit peu baladé quand même du côté de Michigan entre linebacker et safety, avec je trouve un meilleur rendement en tant que safety. Maintenant, attention, je suis pas en train de dire que forcément il arrive en tant que linebacker avec tous les acquis. Il y a un gabarit qui est quand même assez contre-productif. On va dire que c'est un joueur hyper rapide, hyper explosif, mais qui a quand même un gabarit, je crois qu'il pointe à 100 kg, mais surtout sur les plaquages, on ne le sent pas encore hyper efficace. Il a tendance à être mis sur le cube un peu trop facilement. Mais c'est vrai que ça fait partie de ces joueurs, je pense, qui pour le coup ont les qualités athlétiques pour éventuellement, avec un petit peu de gabarit, évoluer en tant que linebacker un peu hybride. Je reprends souvent les mêmes exemples, mais façon un peu Dion Buchanan à l'époque. Ce genre de joueur, alors c'est vrai que son agilité, on dira, sur la couverture assure pas encore à 100%, mais c'est pas ce qui me fait le plus peur. Il y a quand même également, parce que voilà, ça reste une énigme. C'est une bonne affaire pour moi, mais forcément, c'est un joueur qui va être sélectionné relativement bas et c'est pas un hasard. Il y a un QI foot qui est assez déroutant, dans le sens où c'est un leader de vestiaire, mais c'est un joueur qui peut également sortir de son match un peu trop facilement. On l'a vu commettre pas mal de pénalités largement évitables, justement sur la couverture, laisser un peu trop traîner les mains, mais voilà, c'est quand même un bosseur, c'est quand même un mec qui sort de Michigan, qui a été hyper productif sur le campus d'Ann Arbor et qui, encore une fois, c'est toujours l'expression un peu facile, mais dans un contexte assez favorable, peut éventuellement devenir un défenseur un peu dur au mal, hein. J'étais extrêmement critique vis-à-vis de Jabril Peppers quand il est sorti de Michigan à l'époque, même si son gabarit était peut-être un peu plus avantageux. En attendant, il est titulaire aujourd'hui en NFL. Je pense que Kelly Hudson a cette possibilité. Maintenant, reste à voir ou en linebacker ou en safety, mais je continue de penser qu'en linebacker, ça peut être intéressant. Ça dépendra aussi du rôle qu'on veut lui donner sur l'équipe spéciale, puisque forcément, il y aura la tendance à le mettre returner dans un premier temps. Et donc, du coup, ça encouragera peut-être pas forcément les équipes à le motiver à aller à la salle de sport pour prendre un peu de poids, quoi. Alors, en tout cas, je ne sais pas s'il a besoin de prendre un peu de poids, mais j'ai des photos devant le nez. Il a le cou plus large que la tête. C'est impressionnant. C'est assez impressionnant en tout cas, hein. Je ne sais pas comment il tourne la tête, ça doit peut-être le limiter en termes de vision de jeu, hein. Oui, voilà, t'as mis le doigt sur quelque chose. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Bon, Kevin, donc, Cali Hudson, pas beaucoup vu en couverture de passe, si j'ai bien compris à Michigan. Est-ce que c'est un souci aussi dans ce côté polyvalence? Oui, alors bah, je rejoins en fait tout ce que dit Greg. C'est vrai que la couverture est pas totalement rassurante, mais moi, comment dire, je vois un petit peu son chemin qui pourrait se faire en NFL, c'est vraiment performer dans des équipes spéciales, vraiment un joueur de rotation, et ensuite justement devenir un joueur peut-être plus proche d'être un titulaire. Après, c'est vrai que en guillemets, son poids me fait un peu souci pour le poste de linebacker. Après, c'est toujours possible, c'est pas le plus gros problème de pousser de la fonte. Donc, mais c'est vrai qu'il est un peu léger pour le poste actuellement. Puis, il risque de se faire un peu bouger. Alors, Grégory,
Bon, mais ne t'en fais, c'est pas grave, on l'accueille, il est à l'antenne aussi. Non, apparemment, on est en confinement, mais tout le monde a décidé de passer chez moi aujourd'hui au niveau des livraisons. Donc, on excusera pour les bruits derrière. C'est pour ça qu'il y a la réaction de l'animal de compagnie. Qu'on salue. Moi, ça me manque de ne pas le voir quand on passe à enregistrer les émissions draft. Donc, je disais, à quel moment de la draft c'est une bonne affaire l'ami Kaleki Hudson? Je pense qu'on est quand même plus aux alentours du... Je pense que grand maximum, il montera au 5. Mais c'est peut-être plus aux alentours du 6e de par justement le profil à identifier. En effet, le gabarit qui tend encore à inquiéter un peu. Cinquième tour aussi, Kevin, pour toi, Hudson? Oui, je dirais 6e. 6e, ça me paraît juste. Après, c'est toujours la même chose. Si les équipes, par exemple, pensent qu'il peut apporter tout de suite sur les retours de coups de pied, eh ben, ils vont peut-être le sélectionner plus haut et ensuite le développer. Mais 6e, ça me paraît être son poste, sa position, on va dire intrinsèque, et 5e, plus réaliste. On termine avec du classement, messieurs. Tous les joueurs de cette émission, dans quel ordre vous les sélectionnez si vous êtes un manager général? On va laisser Kevin commencer. Je rappelle qui on avait: Derrick Brown, Javon Kinlaw, Isaiah Simmons dans le chapeau 1, Neville Gallimore, Kenneth Murray, Ross Blacklock, Justin Madubuike dans le chapeau 2, les énigmes Raquan Davis, Patrick Quinn, et les bonnes affaires Kaleki Hudson, Kenny Willekes. Je vais y arriver. Non, Broderick Washington. Broderick Washington, pardon. Autant pour moi. Kevin, je te laisse classer tout ça. Alors, Derrick Brown, Isaiah Simmons, Justin Madubuike, Javon Kinlaw, Ross Blacklock, Neville Gallimore, Patrick Quinn, Kenneth Murray, Raquan Davis, Roderick Washington et Kaleki Hudson. Donc Justin Madubuike passe devant Javon Kinlaw. Tout à fait. Il y a un chapeau 2 qui double un chapeau 1 et il y a une énigme qui a doublé un chapeau 2, si je dis pas de bêtises. Ça me semble être ça, oui. Il y a quelqu'un qui est passé devant dans les énigmes. Grégory, à ton tour. Brown, Simmons, Kinlaw. Alors, Brown, Simmons, Kinlaw, c'est le chapeau 1 qui reste le top 3. Ouais. Ensuite, je dirais Madubuike, Gallimore, Murray, Blacklock, Quinn, Davis, Hudson, Washington. Et ben, tu restes donc dans l'ordre, en fait, chapeau 1, chapeau 2, énigme, bonnes affaires. Plus ou moins. On est à peu près là-dessus. Eh bien, on est complet, messieurs, sur cette émission de débrief, de présentation des prospects plutôt orientés linebacker, run-stop. Voilà, on a divisé, alors, encore une fois, on le sait, c'est pas une science exacte sur tout ce qui est ligne et linebacker. On a essayé de répartir à peu près au mieux entre edge, pass rusher et linebacker, run stop, etc. C'est pas parfait, mais on a essayé de répartir en tout cas du mieux comme ça. C'est comme ça que se termine l'épisode numéro 354 du podcast Jeune Actu. On vous remercie. Si vous nous soutenez sur Tipeee, n'hésitez pas à rejoindre tous ceux qui le font. La cagnotte va au rédacteur. On a mis un article sur le site. Merci beaucoup, Kevin. Merci à vous. Eh bien, on te retrouvera donc la semaine prochaine, peut-être, pour les defensive backs. Oui, normalement, si mes disponibilités le permettent. Et les équipes spéciales, Grégory, merci aussi. On se retrouve pour mock draft aussi. Enfin, ça va se mettre en place la semaine prochaine. Il va y avoir une mock draft en direct sur YouTube avant la draft le lendemain, où on devrait faire les 10 premiers choix en direct, comme l'année dernière. Et puis, évidemment, podcast débrief du premier tour, podcast débrief de la draft. Voilà, il y aura tout ça. On l'a dit, c'était le 354. Pour nous suivre sur les réseaux, @TDActu sur Twitter et Facebook, @JeunActu sur Instagram. Les Twitter perso, @YeloRadioSa pour Grégory, @Kevin Zarmaten pour Grégory et pour Kevin, pardon, et @Alain Mattei pour moi-même. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. N'oubliez pas d'aller sur le site. Il y a plein de fiches draft par Kevin, par Grégory, par toute l'équipe draft qu'on remercie encore une fois. Et on se retrouvera évidemment pour toutes les émissions et directs de la draft dont on a parlé. Merci encore à tous les deux. Merci à vous qui nous écoutez. À très bientôt. Ciao, ciao. Analyse, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tel gâteau risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Proclash Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on